Isabelle II a été la seule reine régnante de l'Espagne dans l'histoire moderne de l'Espagne en tant que nation unifiée. Pourtant, le règne d'Isabelle a été marqué par une instabilité interne et son incapacité à gouverner n'a fait qu'aggraver la situation. Avec le temps, elle est devenue très impopulaire dans tout le pays en raison de la corruption, de l'incompétence, de la décadence et des scandales qui l'entouraient. Rejoignez-moi pour découvrir son histoire. La femme qui allait régner sur l'Espagne en tant que reine Isabelle II est née au Palais Royal de Madrid le 10 octobre 1830. Elle était la fille aînée du roi Ferdinand VII, qui avait régné sur l'Espagne de façon intermittente depuis 1808 au milieu des guerres napoléoniennes, et sa mère était la reine Maria Cristina d'Espagne. Ferdinand avait eu de nombreux enfants en cours de sa vie, mais tous étaient soit morts en bas âge, soit étaient des filles. Cela posait problème car l'Espagne avait longtemps adhéré à la loi salique, un élément du code juridique franc qui remontait au VIe siècle et qui stipulait que les femmes ne pouvaient pas succéder au trône d'une nation. Ainsi, en 1830, Ferdinand avait promulgué une sanction pragmatique pour s'assurer qu'une de ses filles puisse lui succéder s'il mourait sans héritier mâle. Quiconque devait succéder au trône d'Espagne hériterait d'un pays enlisé dans les problèmes. Encore au XVIe siècle, l'Espagne avait été la nation la plus puissante du monde. Son vaste empire s'étendant à travers les Amériques, d'où elle tirait d'immenses richesses en lingots d'or et d'argent, du Mexique, du Pérou et de la Bolivie. Mais la richesse de l'Espagne fut sa perte. Elle n'a pas su innover ni créer une économie capitaliste, marchande et proto-industrielle comme en Angleterre, aux Pays-Bas et en Allemagne. L'afflux de métaux précieux du Nouveau Monde s'est tari, laissant l'Espagne une nation archaïque et arriérée. De plus, au début du XIXe siècle, elle avait perdu la grande majorité de son empire, car des nations comme le Mexique, l'Argentine, la Grande Colombie et le Pérou ont obtenu leur indépendance. C'était la nation qu'Isabelle allait bientôt gouverner. Au final, Isabelle n'aurait pas à attendre longtemps avant de monter sur le trône. Son père est mort à la fin du mois de septembre 1833, à l'âge de 48 ans, alors qu'Isabelle n'avait pas encore 3 ans. Elle devint alors la reine Isabelle II d'Espagne, la première reine régnante d'Espagne depuis l'unification du pays au début du XVIe siècle. Il faut remonter au début des années 1500, à l'époque de Jeanne la Folle, ou Juana la Loca, pour trouver une précédente reine régnante. Jeanne ayant été la reine nominale de Castille à partir de 1504 et reine d'Aragon à partir de 1516, jusqu'à sa mort en 1555. Mais tous n'étaient pas prêts à accepter ce nouvel état de fait. Le frère de Ferdinand, Don Carlos, croyait être l'héritier légitime et tenta de revendiquer le trône lui-même. Cela a conduit à une guerre civile connue sous le nom de Première Guerre carliste, qui allait durer 7 années sanglantes. La mère d'Isabelle, Maria Cristina, a pris la tête de son camp et ils ont fini par sortir victorieux. Mais pour y parvenir, elle a été contrainte de faire d'importantes concessions à l'armée espagnole, aux libéraux et à d'autres éléments de la société espagnole afin d'obtenir leur soutien. Pendant ces années, la jeune Isabelle était aimée par beaucoup et considérée dans le pays comme un symbole de liberté, de paix et d'union. Pourtant, à huis clos, Isabelle a eu une enfance choyée. Comme il faudrait de nombreuses années avant qu'Isabelle puisse régner sur l'Espagne en son propre nom, en attendant, le gouvernement était dirigé par sa mère. Maria Cristina utilisa cette position pour s'enrichir énormément. Mais en 1840, elle fut contrainte de renoncer à la régence. C'était parce qu'en décembre 1833, seulement 3 mois après la mort de son mari, elle s'était secrètement remariée avec un soldat de Baran. Lorsque la nouvelle est devenue publique des années plus tard, elle est devenue très impopulaire, et à partir de 1840, Baldomero Espartero, le général isabélin le plus populaire et couronné de succès, a pris le relais. L'un des accomplissements notables pendant la régence de la mère d'Isabelle fut la promulgation d'une nouvelle constitution espagnole en 1837, qui était nettement plus libérale que les précédents textes fondamentaux de l'Espagne, et qui visait à réformer le pays et à le faire entrer dans l'ère moderne. En 1843, Isabelle eut 13 ans et elle fut déclarée apte à régner seule, assumant ainsi tous les pouvoirs et responsabilités du trône. Pourtant, la plupart des récits affirment qu'elle était mal éduquée, ignorante et, bien que joyeuse, souvent paresseuse. Cette période était appelée décennie modérée, alors qu'un repli conservateur marquait la politique espagnole, et bien qu'Isabelle soit désormais reine régnante, la réalité était que l'Espagne restait encore largement dominée par les politiciens et autres hauts fonctionnaires. Le 10 octobre 1846,
le 16e anniversaire d'Isabelle, elle a épousé Francisco de Assis, duc de Cadix, un homme d'environ 25 ans, et son double cousin germain, ce qui n'avait rien d'inhabituel en Espagne, où la famille royale était consanguine depuis des siècles. Ce même jour, la sœur cadette d'Isabella, l'infante Luisa Fernanda, s'est également mariée. Le mari d'Isabella était l'un des plus hauts aristocrates d'Espagne. Le mariage a été arrangé pour des raisons politiques, afin de stabiliser un régime alors très faible. Isabella n'aimait pas les manières affectées de Francisco dès leur première rencontre, et montra clairement sa préférence pour épouser le frère cadet de Francisco, Enrique, duc de Séville. Des années plus tard, elle aurait dit de son mari « Que dire d'un homme portant plus de dentelle que moi la nuit de notre mariage ?» Isabelle est tombée enceinte à 12 reprises au cours des 20 années suivantes. Cependant, seuls 5 de ses enfants ont survécu jusqu'à l'âge adulte. Dans les autres cas, Isabelle a soit fait des fausses couches, soit perdu ses enfants à la naissance ou en bas âge. Un taux de mortalité infantile supérieur à la moyenne au milieu du 19e siècle, alors que la survie à la naissance s'améliorait nettement. Leur enfant aîné survivante était une fille nommée Isabelle, comme sa mère, née en 1851. Alphonse est né en 1857 et, comme nous le verrons, a joué un rôle important dans la vie ultérieure de sa mère. Puis, entre 1861 et 1864, 3 autres filles sont nées. Toutes, ce qui prêtait encore plus à confusion, portaient le prénom Maria. Il s'agissait de Maria del Pilar, Maria de la Paz et Maria Eulalia. Des rumeurs ont toujours circulé, affirmant que Francisco n'était pas le père de tous ses enfants et qu'il aurait pu être homosexuel ou impuissant. Le mariage fut un énorme échec, et Isabelle prit de nombreux amants, les rumeurs de son infidélité se répandant rapidement à travers l'Espagne et le reste de l'Europe. Malgré cela, Francisco reconnut chaque enfant, bien qu'on pense qu'il faisait souvent chanter la reine pour de l'argent en échange de son silence. En effet, au début de leur mariage, en 1847, son aversion pour son mari a provoqué un scandale politique lorsqu'elle a rendu public ses affections pour le général Francisco Serrano, duc de la Torre, un homme de 20 ans son aîné, et a exprimé sa volonté de divorcer de son mari pour l'épouser. Cette proposition n'a jamais abouti, et Serrano a été subtilement éloigné de Madrid par les décideurs du gouvernement. Mais c'était un signe précoce du mauvais état du mariage d'Isabelle et Francisco, et avec cela, l'image publique négative de la reine a commencé à grandir. On pourrait dire qu'Isabelle a vraiment commencé à régner dans les années 1850, lorsqu'elle est entrée dans l'âge adulte. C'était une période tumultueuse, qui a commencé quand Isabelle a échappé de justesse à une tentative d'assassinat. Le 2 février 1852, alors qu'Isabelle quittait la chapelle du Palais Royal, un prêtre catholique et militant libéral, du nom de Martin Merino y Gómez, s'est approché d'elle, suggérant qu'il devait lui transmettre un message. Une fois qu'il s'est suffisamment approché, Martine a tenté de la poignarder à la poitrine. Mais heureusement, le corset d'Isabella l'a sauvée, détournant une grande partie du cou. Physiquement, elle n'a eu qu'une légère incision sur le côté droit du ventre. Mentalement, l'événement l'a laissée terrifiée, tandis que son agresseur a été vite arrêté, interrogé, puis exécuté. À l'été de 1854, le Parti progressiste a réussi à prendre le pouvoir à Madrid. Dirigé par Francisco Martínez de la Rosa et Leopoldo O'Donnell, ceux-ci cherchaient à réformer le gouvernement espagnol afin d'éradiquer la corruption endémique en son sein et de commencer à moderniser l'économie, la culture politique et la pensée intellectuelle de l'Espagne. Pour eux, l'Espagne était très en retard par rapport au reste de l'Europe. Elle devait être entièrement réformée pour restaurer la position de l'Espagne comme grande puissance européenne. En déclarant que tel était leur objectif, ils voulaient préserver la monarchie, mais estimaient que la culture de cour entourant les souverains d'Espagne nécessitait une réforme radicale. Ainsi, Isabelle devait être entraînée dans le processus de réforme, qu'elle le veuille ou non. Tout montrait qu'elle s'opposait à ces tendances modernisatrices. Le mouvement de réforme a été à son apogée entre 1854 et 1856. La bureaucratie gouvernementale a été réformée, le système de collecte des impôts a été amélioré et les détournements de fonds des fonctionnaires espagnols réprimés. Des idées qui avaient émergé à travers l'Europe au XVIIIe siècle, comme la réduction de la censure et la liberté d'association politique, des idées qui étaient considérées comme acquises dans des pays comme l'Angleterre dans les années 1850, furent autorisées pour la première fois en Espagne à cette époque.
alors que les réformateurs cherchaient à créer un État-nation moderne. La propriété foncière fut étudiée pour démanteler les grands domaines aristocratiques et instaurer une classe de petits propriétaires plus efficace, alors qu'on s'intéressait aussi au développement d'un réseau ferroviaire moderne à l'échelle du pays. Isabella n'a pas bloqué ces mesures, mais il était évident qu'elle n'était pas alliée à O'Donnell, de la Rosa et aux autres progressistes du gouvernement. Finalement, le mouvement progressiste s'est essoufflé en quelques années, dans les années 1850. Une nouvelle constitution libérale, par exemple, a été élaborée en 1856, mais elle n'a jamais été mise en application, tandis que des réactionnaires du gouvernement tentaient de prendre le pouvoir. Ces éléments plus modérés ont réussi à s'assurer le pouvoir, à la fois parce qu'Isabelle leur était plus favorable, et aussi car ils ont mené une politique étrangère réussie. Une politique qui a mené une guerre contre le Maroc à la fin des années 1850, et a repris l'île de Saint-Domingue dans les Caraïbes au début des années 1860, après près de 2 décennies d'indépendance dominicaine. Ce dernier projet a été proposé directement à Isabelle par le général Pedro Santana en 1860, et elle l'a explicitement approuvé. Alors, bien que sous de nombreux aspects, elle ait été une monarque cérémonielle pendant une grande partie de son règne, c'est dans ce domaine qu'Isabella a joué un rôle direct dans les affaires. Lors de la reconquête de Saint-Domingue par l'Espagne, Isabella était déjà très impopulaire auprès de nombreux Espagnols. Ils voyaient son règne comme une ère de scandale, intrigue et décadence, et voyaient Isabella comme une reine vaine, stupide, en surpoids et nymphomane, incapable de faire son travail et constituant simplement un obstacle à toute réforme dans le pays. À l'automne de 1866, un grand rassemblement d'individus mécontents, issus des mouvements démocratiques et progressistes, eut lieu dans la ville d'Ostende, en Belgique. Beaucoup de ceux qui y participaient étaient des personnes qui avaient joué un rôle dans le mouvement progressiste au milieu des années 1850, et furent par la suite déçus par les instincts conservateurs d'Isabelle et son désir de nommer des ministres conservateurs ou modérés pour diriger le gouvernement espagnol. À Ostende, ils ont conclu un pacte pour renverser Isabelle et lancer un vaste programme de réforme en Espagne. Le 7 juillet 1868, la sœur d'Isabelle et son beau-frère étaient liés à un complot contre la couronne, et elle décida de les bannir. C'était un signe de ce qui allait arriver. Ce que l'on appelle la Glorieuse Révolution en Espagne eut lieu en septembre 1868, comme conséquence directe du précédent pacte d'Ostende. Elle commença par une révolte navale dans la ville portuaire de Cadix et fut accompagnée de soulèvements simultanés à Madrid, ainsi que dans d'autres villes et localités. Isabelle ne fut pas tout de suite renversée et réussit à rallier ses partisans dès les premiers jours de la révolte. Mais finalement, les généraux qui lui étaient autrefois fidèles, y compris son amant favori, l'abandonnèrent et, avec la défaite de l'armée royaliste à la bataille d'Alcolea le 28 septembre, la cause d'Isabelle était perdue. Acceptant cela, elle partit avec sa famille et son entourage vers Biarritz, dans le sud de la France, via les Pyrénées, où elle comptait vivre en exil. Elle quitta l'Espagne le 30 septembre 1868, la date généralement reconnue comme la fin de ses 35 ans de règne. Après sa destitution, Isabelle et le reste de la famille royale ont vécu en France. Pendant cette période, l'ancienne reine résidait rue de Rivoli, à Paris. De retour en Espagne, la Révolution se poursuivit, avec le couronnement éphémère d'Amédée comme roi d'Espagne. C'était un prince italien de la maison de Savoie, et le deuxième fils de Victor Emmanuel II d'Italie. Mais au milieu des années 1870, un accord a officialisé la renonciation d'Isabelle à son trône, et son fils et héritier Alphonse a été reconnu comme roi d'Espagne en décembre 1874. Il est retourné dans le pays sur lequel il régna pendant les 11 années suivantes, jusqu'à sa mort prématurée. Mais Isabelle ne reviendrait jamais en Espagne pour une période prolongée. Isabelle a vécu jusqu'au début du XXe siècle, principalement à Paris pendant la Belle Époque, bien qu'elle soit rentrée chez elle pour une courte période après l'accession d'Alphonse. À cette occasion, elle a constaté qu'il lui était en pratique interdit d'entrer à Madrid, et elle est donc retournée dans la capitale française. Là-bas, elle a eu une longue relation avec son chef de cabinet, Ramiro de la Puente. Ce fut une longue retraite paisible et discrète pour une femme dont on se souvenait comme d'une mauvaise souveraine d'Espagne, incapable de répondre efficacement aux multiples appels à la réforme qui se faisaient entendre dans les années 1850 et 1860. Isabelle est décédée le 9 avril 1904, à l'âge de 73 ans, probablement de la grippe. Son corps a été transporté en Espagne pour être enterré aux côtés de ses prédécesseurs, rois d'Espagne, au palais de l'Escurial.
Ses funérailles ont eu lieu le 16 avril à San Francisco El Grande. La reine Isabelle II d'Espagne est passée à l'histoire dans son pays sous le nom de la Reina Castiza et la de los Tristes Destinos, ce qui signifie respectivement en anglais la reine traditionnelle et la reine de la triste infortune. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Isabelle II d'Espagne. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Dites-moi ce que vous avez pensé de sa vie dans les commentaires ci-dessous. Pensez-vous qu'elle était une bonne souveraine ? Pensez-vous qu'elle était vraiment mauvaise dans son rôle, ou qu'elle a simplement eu de la malchance et a été manipulée par les personnalités influentes au sein du gouvernement? J'espère que vous êtes abonnés et que les notifications sont activées pour recevoir toutes mes vidéos dès leur publication. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les laisser ci-dessous dans les commentaires. C'est tout pour moi, alors je vous retrouve tous dans le prochain épisode de Forgotten Life. Merci.